Comment un haut dirigeant de l'industrie pétrolière finit-il par affirmer, le plus sérieusement du monde, que la matière n'existe pas? Ouais, c'est le grand écart absolu. Enfin, je veux dire, la carrière de cet homme reposait entièrement sur la rentabilité, les bilans comptables, l'extraction de la matière lourde. Et d'un coup, il nous annonce que l'eau a une mémoire infinie ou que notre Soleil est un astre froid. Et c'est précisément cette rupture totale qui rend notre sujet captivant aujourd'hui. On assiste vraiment à l'effondrement spectaculaire d'un paradigme où tout devait être mesurable. Ouais, un monde purement mathématique. C'est ça. Et il le remplace par une cosmologie qui frôle le mysticisme quantique, quoi. Je suis ravie d'explorer ça avec toi. Ravi de t'avoir pour déballer tout ça. Aujourd'hui, on se lance dans une analyse détaillée du témoignage d'un homme au parcours hyper atypique, Jacques Collin, ancien cadre supérieur chez Elf Aquitaine, qui est l'ancêtre du groupe Total. Un homme qui a parcouru le monde pour gérer des flux financiers massifs, ouais. Exactement. Et qui a soudainement tout quitté pour explorer la physique de l'eau, le tissu du temps et les mystères de l'univers. Et notre source unique pour cette plongée aujourd'hui, c'est une retranscription d'interviews très dense qu'il a donnée à la chaîne YouTube Magazine Nexus. Alors, quel est notre but avec cette source? Eh bien, l'objectif de notre exploration, c'est de comprendre l'architecture de sa pensée. On veut voir comment une expérience de mort imminente a pu pousser cet esprit ultra-cartésien à formuler des théories aussi radicales. Des théories qui relient la physique quantique à une transformation imminente de la conscience humaine. D'accord. Alors, prenons les choses dans l'ordre. Parce que pour capter les concepts de Collin, même les plus fous, il faut impérativement revenir au point de bascule. Ouais, l'événement fondateur. C'est ça. L'événement qui l'a fait dérailler de la matière pure vers l'immatériel. Il faut vraiment le replacer dans son contexte. Collin est né en 1933. Et ce qui frappe dans son récit d'enfance, c'est son rapport au danger. Il décrit les bombardements américains de 1944 avec une sorte d'insouciance absolue. Ouais, c'est fou. Il compare carrément la guerre à Disneyland dans l'interview. Voilà, une insouciance qui va se fracasser sur le réel assez vite. Bah oui, à 12 ans, bim, un accident d'escrime au lycée. Il perd un œil. Et là, tout bascule. C'est pas juste une blessure, c'est la fin de son rêve absolu de devenir aviateur. Sans vision en relief, c'est mort pour l'aviation. Il se sent projeté dans une vie par défaut, du coup il suit une voie rassurante. Études de commerce, puis l'industrie impitoyable du pétrole. Et c'est là que le piège se referme sur lui. Il parle d'un stress permanent, d'une compétition toxique avec des pots de banane laissés par ses collègues partout. Ce niveau de tension, s'il n'est pas géré, finit toujours par s'inscrire dans le corps. La biologie encaisse. Jusqu'à la rupture. À 27 ans, le stress culmine avec une angiocolite sévère. C'est une infection aiguë des voies biliaires avec hépatite, le genre de crise où le pronostic vital se joue à la minute près. Et on est en 1960 dans le Jura. La réanimation, c'est pas celle d'aujourd'hui. Ah bah, pas du tout. Son chirurgien, qui est un ami, doit opérer à l'aveugle. Il l'ouvre littéralement du sternum au bas-ventre, sort ses organes sur la table pour nettoyer. C'est d'une violence inouïe. Le choc est tel que Collin sombre dans un coma profond. Et c'est précisément là que l'anomalie commence. Il vit une EMI, une expérience de mort imminente. Ouais, il se retrouve hors de son corps. C'est ça. Il raconte qu'il flotte près de la fenêtre, c'est l'été indien, et il observe son propre corps inerte en vue plongeante. Il voit l'équipe médicale s'agiter. Il entend même le médecin dire qu'une chute de potassium va le tuer dans la journée. Course contre la montre. Le médecin, qui est pilote, affrète un petit avion, vole jusqu'à Paris avec le sang de Collin et revient avec la solution exacte pour le sauver in extremis. C'est digne d'un film. Mais le plus troublant, c'est à son réveil. Il raconte tout à l'équipe médicale. Mot pour mot leur conversation, la couleur exacte du veston d'un médecin, les gestes de l'infirmière. C'est là que le paradigme matériel explose pour lui. Exactement. Enfin, je veux dire, imagine. C'est comme si tu passais ta vie avec un casque de réalité virtuelle hyper lourd, qui te diffuse un jeu douloureux. Et d'un coup, on t'arrache le casque. Plus de douleur, juste une perception à 360 degrés, libérée de la matière. Ce qui est fascinant ici, c'est l'impact psychologique irréversible. Pour lui, l'équation change à jamais. Il en conclut, je cite, que la mort n'existe pas. Ça, c'est fort. La matière n'est qu'un sous-produit temporaire de l'esprit, selon lui. Et cette révélation va l'armer mentalement pour la suite. Parce que la suite est violente. Ouais, il quitte l'industrie, tente de monter une boîte de véranda. Et c'est la faillite totale. Ruiné. Le dénuement absolu. Et le corps lâche encore. On lui diagnostique des diverticules précancéreux au côlon. Mais c'est là
au fond du trou que l'eau s'impose à lui. Pour survivre, il vend des purificateurs d'eau au porte-à-porte, payés au noir. Des purificateurs créés par son ami Michel Dognard, ouais. Et face à l'imminence du cancer, il boit cette eau de manière frénétique. Mais attention, pas machinalement. Non, c'est là qu'est la nuance. Il associe à chaque gorgée une intention de guérison. Et le résultat, au scanner suivant, les lésions ont disparu. Son médecin à Versailles n'en revient pas, il demande s'il sort de Lourdes. C'est cette guérison inexpliquée qui lance son obsession pour l'eau. Il découvre que l'eau n'est pas un simple liquide inerte. Il s'appuie sur les travaux de Louis-Claude Vincent, c'est ça? Tout à fait, la bioélectronique. Vincent démontrait que consommer des eaux oxydées et mortes entraînait plus de pathologies. Attends, on fait une pause technique. Eau oxydée, ça veut dire quoi concrètement pour notre auditoire? En gros, l'oxydation cellulaire, c'est comme la rouille sur une voiture. Les radicaux libres volent des électrons et détruisent nos cellules. D'accord, ça les fait vieillir. Exactement. Et une eau électronégative, selon eux, c'est une eau chargée en électrons libres. Elle agit comme un anti-rouille, elle donne ses électrons et stoppe l'oxydation. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que ça percute notre vision classique de la biologie. Comment ça? Colline fait un calcul vertigineux. On a 60 000 milliards de cellules. Après un repas, il y a 8 000 milliards de réactions par seconde. C'est énorme. S'il fallait que les molécules se touchent physiquement dans le corps, comme une clé dans une serrure, pour déclencher une réaction, la digestion prendrait 1 an. Le hasard purement mécanique est trop lent. Ah oui, je vois. Donc l'information précède la matière. C'est exactement son postulat. L'eau agit comme un réseau Wi-Fi ou de fibre optique qui transmet l'information à la vitesse de la lumière. Ça rejoint la fameuse mémoire de l'eau de Jacques Benveniste. Oui, l'expérience de Chicago, hein. Raconte-nous ça, c'est incroyable. Le protocole semble sortir de la science-fiction. Depuis Paris, ils enregistrent la fréquence vibratoire d'une molécule. Ils l'envoient par une simple ligne téléphonique jusqu'à un labo à Chicago. Une ligne de téléphone. Ouais. Là-bas, le signal est diffusé dans une fiole d'eau pure, et quand cette eau sans aucune molécule chimique est perfusée à un cœur de cobaye, Le cœur réagit. le cœur s'emballe exactement comme s'il avait reçu la vraie molécule. L'information a voyagé de façon immatérielle. Mais, et ça c'est le détail qui tue, Benveniste confie à Colin que parfois l'expérience ratait systématiquement. Ah oui, à cause du laboratin. C'est ça. Ouais, Quand un technicien en pleine dépression était dans la pièce, tout ratait. Son mental négatif bloquait l'expérience. Cela soulève une question hyper importante. La science mécanique pure se fracasse contre l'intention humaine. L'eau capte l'émotion. C'est vertigineux. Mais si l'eau transmet l'info instantanément, sans la matière, ça bouscule la notion d'espace, et surtout du temps. Oui, on arrive au concept temporel de Colin. Il s'inspire de Jean-Pierre Garnier-Mallet sur le dédoublement du temps. Pour Colin, passé, présent et futur coexistent. Il a cette analogie géniale avec une vieille lampe électrique sur du 50 Hz. La lampe qui s'allume et s'éteint 50 fois par seconde, c'est ça? Ouais. Notre œil est trop lent, donc on voit une lumière continue. C'est notre présent. Mais en réalité physique, il y a des micro-coupures où la lampe est éteinte. Et c'est dans ces coupures invisibles que l'information voyage dans d'autres dimensions. C'est lié à l'effet tunnel en physique quantique. Comment un électron passe d'un point A à un point B sans traverser l'espace entre les deux? C'est ça. Et Colin transpose ça à l'échelle galactique. Il dit que ce phénomène s'amplifie parce que le temps lui-même s'accélère. Il nous dresse un tableau hallucinant là-dessus. Il affirme que notre système solaire traverse l'équateur de la Voie lactée, s'alignant avec le trou noir central. Ce qui aspirerait de l'énergie de l'hyperespace. Et du coup, le temps s'écoule plus vite sur Terre. Il donne l'exemple des vieilles horloges à poids qui se décalent désormais par rapport aux montres à quartz. Si on relie ça au tableau d'ensemble, ça la met dans sa théorie sur les ovnis. Attends, je t'arrête. Parce que là, on passe de l'eau aux vaisseaux spatiaux. Il raconte s'être rendu à Bugarache. La fameuse montagne dans l'Aude. Ouais, un haut lieu ésotérique. Et là, dans l'interview, il dit avoir photographié des cigares volants de 150 mètres sortant de la roche massive. Des avions de chasse Rafale venaient même observer ça en secret. Et comment il justifie ça physiquement? Via le paradoxe des jumeaux de Langevin sur la relativité, il dit que ces vaisseaux ne voyagent pas dans l'espace, ils manipulent le temps. D'où le fait qu'il refuse de les appeler des extraterrestres. Il parle d'extratemporels. Exactement, des consciences qui ont maîtrisé la fréquence vibratoire. S'ils élèvent leur fréquence, ils deviennent immatériels et traversent la roche. Puis ils ralentissent pour se rematérialiser. Dans sa vision, nos fusées à combustion doivent leur paraître totalement absurdes. Des antiquités, ouais. Mais ce qui est dingue, c'est la cohérence globale de son univers.
Il va jusqu'à dire que le Soleil est froid. Ah oui, cette théorie est radicale. Il rejette le dogme scientifique actuel. Il postule que le Soleil n'émet pas de chaleur, mais juste des radiations lumineuses pures. Et c'est seulement la friction de ces ondes sur notre atmosphère qui crée la chaleur. Ce qui explique pourquoi l'espace reste glacial. Ça illustre bien son rejet du matériel. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous? Face à cet univers d'énergie, de fréquence, quel est l'impact sur l'humain au quotidien? Eh bien, l'impact, c'est l'urgence de se transformer. Si l'univers est de l'information, la maladie n'est pas une fatalité. C'est l'accumulation d'informations toxiques générées par notre esprit. Ne pas pardonner, ressasser le passé, ça détruit la biologie. Exactement. Être dans la critique constante ou se poser en victime de la société, c'est fabriquer ses propres bourreaux intérieurs. Et ça pollue l'eau de nos cellules. Voilà. Et l'ego, il ne le voit pas comme un ennemi, mais comme une bête sauvage, une mule qu'il faut domestiquer. Et l'exemple le plus frappant de cette domination de l'esprit sur le corps, c'est l'apoptose, la mort cellulaire. Ah, la libération des biophotons. Ouais, il relate cette expérience glaçante de chercheurs américains qui auraient pesé un mourant. La différence de poids au moment du décès ne serait pas l'âme, mais un flash de lumière massif de toutes les cellules qui meurent. Le corps dense disparaît, la lumière reste. Nous sommes faits de lumière, c'est son message. Et la preuve ultime pour lui, c'est sa propre santé. À 86 ans, lors de cette interview, il pète le feu. Il se lève à 6 heures du matin avec une énergie folle. Parce qu'il purifie ses pensées autant que son eau. Il refuse la peur et la critique. L'humanité est enfermée dans un matérialisme athée, et pour Colin, l'homme est son seul sauveur. Ouais, c'est un arc narratif incroyable. On a commencé avec un cadre pétrolier terrassé par l'ambition, qui redécouvre le monde par l'eau, puis le temps, et finit par prêcher la responsabilisation absolue de la pensée. Et peu importe qu'on adhère ou non à ces visions extrêmes sur l'astrophysique. Ce qui a de la valeur, c'est qu'il nous invite à questionner l'impact de nos pensées toxiques sur notre corps. Et il pointe du doigt l'arrogance intellectuelle qui empêche d'étudier l'anomalie. C'est clair. Et pour clore cette analyse détaillée, il y a une réflexion à garder en tête. Laquelle? Si le corps humain est composé à 99% de molécules d'eau, et que cette eau enregistre nos moindres colères ou jugements pour bâtir notre biologie, eh bien, quelles informations invisibles chacun de nous est-il en train de programmer silencieusement au cœur de ses propres cellules à l'instant même? C'est une question vertigineuse. Ouais, ça donne envie de boire un grand verre d'eau en y mettant de bonnes intentions.